Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, un podcast assez vulnérable et intime aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de mon parcours avec la dépendance, tout ce que j'ai pu mettre en place ces dernières années pour arriver à m'en sortir. Et quand je parle de dépendance, c'est de la dépendance à plein de niveaux. Donc je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui les 8 points qui m'ont vraiment aidé, accompagné sur ce chemin. Avant toute chose, n'hésitez pas en amont à vous abonner au podcast pour pouvoir voir directement les prochains épisodes qui vont sortir. Merci encore pour vos retours, pour tout ce qui a déjà été partagé, pour les interviews que j'ai fait avec les intervenants, pour les podcasts que j'ai fait seule. C'est vraiment une grande joie de pouvoir vous parler dans cet espace-là qui me correspond, qui me permet vraiment de me livrer à cœur ouvert sur plein de sujets qui sont importants pour moi et qui me touchent. Donc merci vraiment pour ça, merci de votre écoute. Ce podcast, j'ai eu l'élan de le faire parce que je suis en train de préparer un programme qui va sortir tout bientôt, là, à la rentrée, dans les prochains jours, qui va s'appeler Complétude, le programme Complétude, 21 jours pour reconnecter à l'intérieur de soi ce qu'on cherche tout le temps à l'extérieur. C'est un programme qui va être accessible à tous, accessible financièrement, en termes de temps, d'énergie. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. La dépendance, c'est un sujet avec lequel je me sens en lien au final depuis très jeune, depuis de nombreuses années. Et je me suis rendu compte au final ces derniers mois, ces dernières années, mais surtout ces derniers mois, après ma rupture, ma séparation avec le père de ma fille, tout ce que j'ai traversé, tout ce que ça a fait remonter aussi, la maternité. Voilà, ma fille là, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre le podcast, elle a 2 ans et bientôt 3 mois. Donc elle est en plein dans la phase où elle exprime beaucoup ses émotions, la phase d'affirmation, de frustration, de colère, d'intensité émotionnelle. Et donc moi, ça m'a aussi mise en lien avec toute mon intensité émotionnelle que j'avais pas toujours pu exprimer et tout ce que ça avait pu générer ensuite chez moi. Et donc ce sujet de la dépendance, c'est quelque chose avec lequel je chemine déjà depuis un long moment. Je vais vous faire un petit peu une rétrospective de mon parcours, mais pour vous dire que c'est vraiment ces derniers mois, ces dernières semaines que j'ai traversé encore plus intensément le sujet et où je me suis vraiment rendu compte qu'à chaque fois que je parlais de ce sujet-là, que ce soit la dépendance, l'impuissance, la difficulté à se sentir bien avec moi-même, tout le temps aller chercher des sources de compensation à l'extérieur. Et à chaque fois, c'était des moments où j'étais touchée, où j'avais les larmes aux yeux, où je sentais que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et je me suis dit: «OK, s'il y a quelque chose, qui est à ce point vivant dans mon histoire, par rapport à la dépendance et à tout ce que ça implique, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire». Et je me suis rendu compte que j'accompagnais aussi de plus en plus de personnes en individuel qui étaient touchés par ces sujets-là, qui soit avaient des parts protectrices très fortes, qui leur permettaient de les protéger de certains traumas qui avaient été vécus, du contrôle, de la maîtrise et en même temps aussi des mécanismes de compensation très présents, que ce soit à travers le travail, à travers l'alcool, à travers la drogue, à travers plein de choses. Donc c'est là que je me suis dit: «OK, il y a un truc à faire». Si déjà ça transparaît dans ma clientèle, ça se voit aussi beaucoup dans les personnes qui viennent en constellation et que c'est un sujet qui me touche à ce point, je pense que je suis vraiment là pour arriver à porter un message et pour diffuser des choses que moi aussi j'ai pu traverser personnellement. Donc déjà pour commencer mon histoire avec la dépendance, on va dire que je pense que ça a commencé à l'adolescence autour de 15-16 ans avec, au final ma première relation amoureuse qui a été très toxique et c'est aussi à ce moment-là que je me suis mise avec les copains, copines, cousins à fumer du cannabis, à commencer la cigarette, donc tout est un peu arrivé en même temps. C'était une relation toxique parce que c'était quelqu'un de très fragile, qui avait perdu sa maman, qui avait une relation compliquée avec son père,
qui était déjà, dans les drogues et dans l'alcool et je suis restée 3 ans quand même avec cette personne. Donc ma première construction relationnelle au final de mes 16 à 19 ans, ça s'est fait à travers une relation qui était déjà, assez compliquée. J'ai vécu, un peu de maltraitance psychologique, émotionnelle, verbale, voilà, il était très compliqué, il avait des accès de colère, des accès dépressifs et donc moi, j'ai commencé un peu à observer et à voir, bon, avec du recul, hein, que j'étais, déjà un petit peu dans une posture de sauveuse, qui a fait que je suis restée là-dedans, pour arriver à compenser, le mal-être de la relation. Donc j'ai suivi un petit peu le mouvement, un peu comme beaucoup, hein, à l'adolescence. Donc je me suis mise à fumer du cannabis. Ça a duré quand même, 8 ans, la fumette. La cigarette, presque 10 ans aussi mais au début, c'était surtout le cannabis et puis voilà, il y avait un effet social, le fait d'être tous, entre nous, de faire des soirées, c'était pas le cannabis, où j'étais, solo, en général, on était tout le temps, les uns avec les autres et donc déjà pendant ces 3 premières années, il y a ça qui s'est mis en place. Ensuite, qui dit première relation dit première relation intime. Donc à l'époque, j'avais pas la conscience qu'on a aujourd'hui aussi par rapport au cycle et aux contraceptions et à tout ce qui est possible, même si, malheureusement, je trouve qu'on n'a pas encore assez de choix sur le sujet et donc à 16 ans, je me suis mise à prendre la pilule. Il faut savoir que mon corps ne l'a pas du tout accepté, toléré. Je pense que c'était déjà un terrain génétique, et donc tout ce que la pilule peut engranger, qui sont les états dépressifs, les fluctuations émotionnelles et surtout moi j'ai pris beaucoup de poids. J'ai commencé à me remplir, d'eau, parce que moi j'ai un système plutôt lymphatique au niveau de mon corps, à me remplir d'eau au niveau des hanches, au niveau des cuisses, à gonfler. Puis j'avais pas une super hygiène de vie, hein, adolescente, on mangeait un peu n'importe comment. Quand on avait fumé, on avait envie de manger, de se remplir, de manger du sucre, enfin c'était un peu, la fête du slip. Hem et donc forcément ça a rajouté encore quelque chose, de l'ordre du déséquilibre et vu que j'ai commencé à ne plus aimer mon corps et à ne plus accepter la manière dont mon corps avait changé, ça m'a rajouté, une spirale infernale de mal-être et donc pour combler ce mal-être, j'avais ensuite besoin, à nouveau, de compenser, de combler. Donc quand je suis arrivée dans les études supérieures à 18-19 ans, je suis partie à l'IUT, vers, Antibes. Donc c'était mon premier appartement, première fois que je vivais seule. Donc là aussi, je me suis retrouvée face au vide parce qu'avant, j'ai toujours été dans un foyer, sécurisant, voilà, où j'étais, un peu protégée par mes parents et au moment où je suis arrivée, dans ces études et comme beaucoup, hein, au final, le passage, du foyer familial, aux études supérieures où on se retrouve livré à nous-mêmes, ça a été à nouveau, un cap, qui fait que, le mal-être, j'ai continué à le compenser à travers l'alcool. Donc on buvait beaucoup et on sortait beaucoup avec mes amis. Ce qui fait que, la prise de poids n'a pas été arrangée. Je fumais tous les soirs, toute seule, parfois j'allais même pas en cours le matin parce que j'avais passé des nuits blanches à regarder des séries. Donc voilà, c'était, le cycle, toxique était bien installé. Ma première relation s'est terminée aussi à ce moment-là et là, j'ai commencé à chercher à être reconnue, à être vue, à être aimée à travers le regard des hommes. Donc là, j'étais vraiment, dans un besoin, profond de séduire, de plaire et en même temps, je me sentais mal dans ma peau, donc c'était vraiment difficile et donc ça a continué comme ça pendant quelques années, même si, en grandissant, avec le temps, j'ai quand même eu toujours une certaine dose de contrôle et de maîtrise qui font que je me suis jamais laissée entraîner dans des choses, «trop graves» entre guillemets. J'ai toujours eu une maîtrise de la cigarette où je pouvais un peu m'arrêter quand je voulais. Le cannabis, c'est pareil, je savais quand même doser, pour pas que ça empiète sur ma vie, personnelle et mes études, même si j'ai quand même raté un semestre à l'IUT. Et donc ça fait que je me suis jamais trop laissée entraîner non plus, à outrance, dans des espaces où ce serait vraiment trop dangereux. On a quand même fait des sacrées bêtises, hein, à monter en voiture alors qu'on avait picolé,
Enfin voilà, ne faites pas ça, hein, si vous si vous écoutez ce podcast. Vraiment avec du recul, je me dis que j'avais une bonne étoile au-dessus de la tête et maintenant que je suis maman, parenthèse, j'espère vraiment que ma fille ne passera pas par là. Mais bon, on n'a pas le même thème astral, donc je croise les doigts, je pense qu'on passera pas par les mêmes expériences. Donc tout ça, ça a continué et jusqu'à ce que j'emménage à Paris. Quand j'ai emménagé à Paris, j'étais dans une deuxième relation qui, elle, était quand même plus saine. Je suis restée 3 ans avec cette personne. Là, ça continuait, les sorties, et cetera, mais c'était des sorties un peu plus mondaines. J'ai commencé à arriver un petit peu plus quand même à me réguler. J'essayais de manger un petit peu plus sainement, je commençais à me sentir un petit peu mieux dans ma vie sociale, mais c'était pas encore ça. J'avais encore beaucoup de frustration, de colère, de mal-être à l'intérieur de moi. Et ça a continué jusqu'à ce que je parte en stage à Amsterdam. Je sais plus exactement en quelle année c'était, mais c'était à la fin de mon master, donc après mes 5 années d'études. J'ai fait j'ai arrêté mon alternance et plutôt que de chercher un CDI en France, je crois que j'ai voulu partir à l'étranger. Je venais de me séparer de mon deuxième compagnon avec qui j'étais restée 3 ans et je pense que c'est là que j'ai ressenti le besoin de partir à l'étranger. Et donc, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, Amsterdam, c'est le Disneyland de la drogue. Donc même si c'est pas que ça, hein, parce que la ville est magnifique, culturellement c'est hyper chouette, il y a plein de choses à faire. Bon, surtout l'été, parce que j'avoue que l'hiver et l'automne c'est un peu comme en Angleterre, il y a quand même beaucoup de pluie. Mais moi j'y suis allée sur les 3 mois d'été et je me suis retrouvée dans une coloc avec 3 autres personnes, dont un couple d'Espagnols qui faisait que faire la fête, qui prenait de la MDMA tous les week-ends, qui fumait non-stop, qui s'engueulaient aussi, donc ils étaient dans une relation très toxique. Moi, je me suis retrouvée embarquée là-dedans et donc ça a été un peu le point culminant, on va dire, je pense, de toutes ces addictions parce que la semaine j'étais en stage, mais tous les soirs je fumais et tous les week-ends je faisais la fête et alcool, MDMA et compagnie, jusqu'à ce qu'un matin je me réveille et je me dise mais là c'est plus possible. J'arrivais plus à manger, les redescentes elles étaient terribles et vraiment je me disais je peux pas continuer comme ça et c'est mon corps qui m'a dit stop. Moi j'avais une tendance quand j'étais jeune à faire beaucoup d'infections urinaires, faire des cystites. Ça, c'est une parenthèse sur laquelle je pourrais faire un autre podcast, parce que c'est aussi tout un sujet, euh, qui est en lien, mais qui est autre aussi. Et donc là, mon corps m'a dit, écoute, je pense que là, on va arrêter de faire n'importe quoi. Et donc, j'ai terminé mon stage sur ces 3 mois et je me suis dit, ok, bon là, faut arrêter les bêtises. Donc, j'ai fait un sevrage. J'ai vraiment, là, du jour au lendemain, je me suis dit, maintenant, ça suffit. J'ai arrêté de fumer. Donc, pendant une semaine, ça a été très dur, surtout pour m'endormir le soir. C'était surtout ça, hein, au final, c'était juste une habitude. Donc c'était assez difficile. J'ai décidé de rentrer en France. Et j'ai franchement presque tout arrêté à ce moment-là. Donc je devais avoir 24 ans, si je dis pas de bêtises. 24 ans, et je fumais depuis que j'avais 16 ans, donc c'est ça, ouais, ça faisait 8 ans. Je suis rentrée en France, j'ai repris un CDI dans l'agence dans laquelle j'étais en alternance avant. Et là, j'ai commencé un petit peu plus quand même à trouver des nouvelles ressources. J'ai découvert le yoga. J'ai commencé à un petit peu plus prendre soin de moi, manger mieux. Je sortais un petit peu moins. Voilà, il y avait un début de quelque chose, mais c'était pas encore trop ça. Et puis je me suis aussi mise dans une nouvelle relation qui était pareil, très saine, avec quelqu'un d'adorable. Vraiment, il était adorable, avec qui je suis restée 3-4 ans aussi. Donc ça a été quand même un grand soutien dans cette période-là. Et est arrivé le syndrome que j'ai eu. Donc j'en parle dans le premier épisode du podcast. Si vous voulez aller l'écouter, que vous l'avez pas écouté, sur comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Je vais pas refaire toute l'explication dans ce podcast-là. Mais donc j'ai eu mon syndrome fin 2015. Et donc s'en est suivi bien sûr tout un changement de vie.
changement de vie, découverte de ce monde, du développement personnel, de la thérapie, de la spiritualité, et qui a fait que ça m'a fait changer de chemin, de vie. Tout a changé, et ça a clairement contribué à là où j'en suis aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit peu pour que vous ayez quand même la vision globale de d'où je pars. Quand je vous dis que je suis passée par la dépendance, c'est pas de la rigolade, sachant que j'ai pas non plus exprimé le fait que je faisais aussi de l'hyperphagie, donc j'avais tout le temps peur de manquer de nourriture, je me remplissais. La différence avec la boulimie, c'est que l'hyperphagie, on fait des crises où on se remplit et on va pas vomir. On va juste avoir besoin de se remplir. Donc moi, il y a eu des nuits où je me tombais un paquet de cornflakes devant une série. À chaque fois que je rentrais de soirée, j'avais besoin de me faire des quantités de pâtes. Enfin, j'avais vraiment besoin de manger en quantité. Quand j'étais en déplacement, je m'en souviendrai toujours quand mes parents sont venus me voir à Amsterdam. Il était midi, mon premier stress, c'était de me dire où est-ce qu'on va manger. J'avais peur de pas avoir assez de nourriture. Enfin, avec du recul, quand j'y repense, je me dis c'était quand même assez fou, quoi. Donc j'ai aussi fait l'hyperphagie pendant très longtemps, hein. Ça s'est changé, et j'ai corrigé ce comportement, je pense, à partir du moment où j'ai fait mon école de naturopathie, où j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait le corps et la santé, et j'ai commencé à me sentir mieux dans ma peau. Mais voilà, j'ai aussi souffert de ça, donc j'ai souffert de l'alcool, du cannabis, la cigarette, j'ai fait de l'hyperphagie, et bien sûr, il y a eu toute la dépendance relationnelle qui s'est exprimée et qui est une desquelles avec je suis encore en train de me réguler, parce que celle-là, je pense que c'est quand même une des plus difficiles. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même eu tout ça. Et puis ce qui est intéressant, c'est que j'ai régulé l'aspect substance, l'aspect nourriture, et quand je suis arrivée en naturo et que je commençais à être entrepreneuse, à être à mon compte et accompagner les gens, et dans le bien-être, à avoir la casquette de blogueuse, d'influenceuse, à écrire des livres, à écrire des oracles et à faire tout ce que je fais, je me suis quand même rendu compte avec le recul que j'avais remplacé tout ça par, bien sûr, l'addiction au travail. Donc, je suis quand même restée dans plusieurs années avec une grande tendance à compenser avec le travail, avec les projets, avec tout ce que je faisais. Encore une fois, je remercie cette part de moi parce que ça m'a permis de créer énormément de choses, et j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas traversé tout ça. Et si j'avais pas eu au final cette part-là qui avait un besoin extraordinaire de se prouver, d'être reconnue et de combler le vide avec tout ce que je faisais, ça m'a donné une force assez extraordinaire pour produire tout ce que j'ai pu créer. Mais donc il y a eu tout ça, et la bascule, elle s'est aussi faite au moment où j'ai rencontré mon dernier partenaire qui était le papa de ma fille, qui m'a quand même renvoyé le miroir de tout ce qui de tous ces comportements-là, et bien sûr la maternité, parce que en étant tombée enceinte, en ayant vécu ma grossesse et le postpartum, j'ai bien sûr dû lever le pied sur le travail, et donc je n'avais plus cette compensation. Et là, à nouveau, ça m'a mis face avec le vide, et en même temps, j'ai quand même réussi à trouver en parallèle des nouvelles ressources, j'ai continué à cheminer, donc ça n'a pas été si inconfortable que ça. J'avais peur d'ailleurs de reporter cette addiction au travail sur un lien fusionnel avec ma fille, qui était là quand même un petit peu au début, parce que elle était toute petite, et je pense que toutes les mamans ressentent quand même cette fusion, surtout que moi je l'ai quand même allaitée pendant 15 mois. Mais avec du recul, je me dis que ça va. J'ai pas transféré tout ce besoin de fusion et de compensation sur elle. Mais là où c'est vraiment ressorti, je pense, c'était après au niveau relationnel, c'était vraiment ça qui restait, le sujet. Et c'est ce que je travaille encore ces derniers mois et ce sur quoi je chemine. Donc voilà, ça vous donne vraiment le paysage et tout l'historique un petit peu de tout ce que j'ai traversé. Donc, quand je parle de dépendance, d'addiction et de tout ça, je sais de quoi je parle. Parce que je l'ai vraiment vécu et je l'ai vraiment traversé. Donc, à la base, le sujet du podcast, c'est comment est-ce que je suis presque, j'ai mis presque entre parenthèses, sortie de la dépendance,
parce que je pense que j'en suis pas encore complètement sortie et je pense qu'on est quand même assez peu nombreux. On doit être à un faible pourcentage. Je ne sais pas, je voudrais pas m'avancer, mais je pense qu'il y a peut-être 20% de la population qui arrive à avoir un attachement plutôt plus ou moins sécure. Euh, et à être dans des relations assez saines, à être bien avec soi-même, à pas être dans plein de mécanismes de compensation. Je pense qu'il y en a de plus en plus, mais ça reste encore une minorité. Et donc, je me considère dans cette minorité, parce que je ne suis clairement pas encore libérée de toutes mes dépendances. Ne serait-ce que, si vous regardez encore une fois, j'en ai pas parlé, mais les réseaux sociaux, le scroll compulsif, être tout le temps sur les applications, switcher d'une appli à une autre, voilà, hein, tout ça, ça c'est pareil, hein, c'est un mécanisme de compensation. Donc comment est-ce que je suis presque sortie de la dépendance? J'avais quand même envie de vous partager ce qui m'a aidée, parce que je sais à quel point on est nombreux sur ce chemin, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer ce programme. Et à quel point on peut se sentir impuissant dans ces moments-là, et à quel point ça peut être difficile. Donc, la première chose qui m'a aidée, il y a 7 sujets, 7 points qui m'ont aidée sur ce chemin-là, c'est déjà d'accepter de demander de l'aide. Parce que quand on est au cœur de nos dépendances, avec tous ces schémas addictifs, avec notre mal-être, c'est vraiment difficile et on a vraiment l'impression qu'on est seul à vivre ça. Et il y a aussi beaucoup de honte toxique qui se crée à ce moment-là. J'ai vraiment vu ça avec du recul, la honte extraordinaire que ça peut créer et générer à l'intérieur de nous de de pas arriver à faire autrement, de se remplir, d'avoir ces mécanismes-là, de pas savoir faire en fait et d'avoir de la difficulté à en parler à sa famille, à en parler à ses proches. On a vraiment peur du jugement, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné. Donc c'est très difficile de parler de ça. Avec le recul, j'aurais vraiment voulu pouvoir en parler davantage avec mes parents. Et, et en même temps, je pense que je devais aussi passer par là. Voilà, de cette manière-là, tout est juste. Mais avec du recul, en tout cas, moi, je sais que je vais vraiment amener cette conscience-là avec ma fille. J'aimerais vraiment qu'elle se sente capable et, et libre et sereine de pouvoir me dire les choses. Donc, accepter de demander de l'aide, c'est vraiment la première étape, que ce soit d'aller faire une première thérapie. Moi, j'ai fait ma première thérapie quand j'étais à Paris, quand je travaillais en agence. C'était de la thérapie verbale classique, mais ça a été un premier pas. Ensuite, de s'ouvrir à d'autres méthodes, de dire ok, je vais tester l'hypnose, je vais tester la médecine chinoise, je vais aller voir un naturopathe, je vais, enfin voilà, commencer à ouvrir des portes comme ça, aller rencontrer des personnes qui peuvent nous apporter un regard différent, qui vont pas nous juger. Ça, c'est hyper important de demander de l'aide, accepter de demander de l'aide et en même temps d'avoir un radar à bullshit et de vraiment se dire ok, si je sens que la personne en face de moi, elle veut pas profondément mon bien et qu'elle est encore dans le jugement et qu'elle va vouloir m'apporter sa science ou me dire qu'est-ce que je dois faire, eh ben on change de thérapeute, on change d'amis, on change tout ce que vous voulez, mais vraiment s'entourer de personnes bienveillantes qui sont dans la compassion, qui sont pas dans le jugement, qui vont être là pour nous soutenir, nous accompagner et en même temps qui vont pas valider nos mécanismes toxiques. C'est-à-dire que ça fait du bien aussi d'avoir des personnes qui nous disent écoute, là il y a un moment donné, ça fait longtemps que tu es dans ton schéma, ce serait peut-être temps que tu fasses quelque chose, ou il serait peut-être temps que tu te rends compte que c'est toi qui dois prendre la décision d'aller mieux. Parce que si vous avez quelqu'un en face de vous qui va dire ah oui je comprends, c'est difficile, et qui va cautionner, et je dis surtout ça dans les relations amoureuses, qui va cautionner ce genre de comportement, ça va pas nous aider non plus. Donc vraiment d'avoir quelqu'un qui va être à la fois bienveillant dans la compassion et dans le non-jugement, et qui va en même temps avoir cette capacité à nous dire les choses et à nous renvoyer à notre propre responsabilité et à notre propre autonomie. C'est-à-dire poser la question, ok, comment est-ce que je peux t'aider? Parce que juste écouter pendant 1 heure quelqu'un qui déverse sa poubelle émotionnelle, ça va pas forcément aider, même si ça fait du bien de se déposer. Mais ok, comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place?
Donc de trouver des personnes comme ça, moi, ça a été déjà des premières ressources pour me permettre d'avancer. Le deuxième point, la deuxième chose qui m'a aidée, c'est bien sûr, c'est de retrouver une forme de complétude en me sentant davantage à ma place. Parce qu'au final, je pense que si j'étais aussi mal dans ma vie, dans ma peau, c'est que moi, clairement, il y avait une quête de sens. Quand je travaillais dans la communication, j'étais plutôt douée. À l'école, j'ai remporté des concours, etc. Et en même temps, je me suis jamais sentie heureuse, je me suis jamais sentie vraiment vivante. Je sentais qu'il y avait un vide à l'intérieur de moi et il n'y avait pas de sens. Et au bout d'un moment, travailler dans la communication et le marketing, j'avais l'impression de brasser de l'air, de brasser du vent. Et pour moi, ça a contribué au fait que je me sentais pas forcément à ma place, je savais pas ce qui était juste pour moi. Et ce qui m'a vraiment aidé, ça a été de m'autoriser en fait à changer de voie. Et ça a été un challenge, hein, parce que encore une fois, mon père m'avait payé quand même 5 années d'études. Et quand je dis études, c'est appartement et tout ce qui va avec. Donc ça a été quand même quelque chose pour moi de me dire, waouh, je vais faire un emprunt de 10 000 euros pour commencer des études de naturo sur 3 ans avec l'éventualité que ça débouche à quelque chose et que je puisse en faire quelque chose. Donc c'était un gros pari et en même temps, c'était hyper important pour moi d'écouter cette voix qui me disait ose, essaye autre chose, change de voie, change de stratégie. Et, euh, et j'ai tellement bien fait parce que comme j'en ai un petit peu parlé dans le premier podcast, c'est voilà, j'ai ouvert la porte à la naturopathie, j'ai commencé à créer mon blog et au final, j'ai continué à me former en pratique chamanique, en yoga, yoga de la voix. Je suis partie en voyage, j'ai fait plein de choses et c'est ça qui a fait que ça m'a ramené vers qui je suis, vers mon authenticité. Ce sont les voyages, les rencontres que j'ai fait avec les gens. C'est tout ce que je me suis autorisée à m'offrir en fait à ce moment-là. Et croyez-moi, j'ai investi des sommes faramineuses. Les premières années, les 3-4 premières années de mon auto-entrepreneuriat, tout ce que j'ai gagné, j'ai tout redépensé en voyage, en formation, en stage. J'ai rien mis de côté. Et je regrette pas une seule seconde d'avoir fait ça parce que c'est ce qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, cette troisième clé, c'est vraiment comment est-ce que on peut s'autoriser à déjà se sentir plus à sa place. Comment on peut s'autoriser à écouter son cœur si on sent que c'est pas le métier qu'on a envie de faire, si on sent qu'on a besoin de faire ce voyage, si on sent qu'on a besoin d'aller rencontrer ces personnes, si on sent qu'on a besoin de prendre cette semaine pour nous, de s'autoriser à le faire, vraiment, parce que parfois ça peut être des catalyseurs extraordinaires en termes de rencontre avec soi-même et de changement intérieur. Le quatrième point, et ce qui m'a vraiment aidé aussi, c'était de changer mes stratégies. Et ça a été de faire les choses petit pas par petit pas et accepter aussi que parfois, il y allait avoir d'autres béquilles temporaires. Je donne un exemple. Quand j'ai voulu me calmer sur le sucre, les desserts, les pâtisseries, etc., je me suis dit, OK, chez moi, j'achète plus de gâteaux, je mange plus de desserts et en fin de repas, c'est une tisane, un carré de chocolat noir. Et j'ai gardé cette habitude pendant de très nombreuses années et ça m'a vraiment aidé à me détoxifier avec le sucre. À sortir de ma dépendance avec le sucre et à me remettre à manger plus sainement. Pareil, là, ça fait plusieurs années aussi que j'ai mis en place l'habitude de faire des petits déjeuners protéinés et plutôt salés. Pas de sucre le matin, ou alors très rarement pendant les vacances, je vais me faire des tartines ou je vais m'autoriser à me faire des brunchs pancakes et compagnie, mais ça reste très, très occasionnel. Et ça, c'est pareil, c'est une habitude que j'ai gardée et en fait de comprendre aussi de quoi mon corps avait besoin, qu'est-ce que je pouvais mettre en place, etc. Et accepter de faire petit pas par petit pas et comme je disais, accepter que parfois il y a d'autres béquilles temporaires. Par exemple, là, après ma rupture, ça a été très difficile émotionnellement. Bon, et ben, j'avais eu plusieurs mois avant ma grossesse où je m'étais remise à fumer du CBD. J'avais pas envie de retomber là-dedans, j'avais pas envie, maintenant je suis maman, j'avais pas du tout envie de repartir dans ces mécanismes-là. Et en même temps, j'observais qu'il y avait un profond mal-être à l'intérieur de moi, parce que, parenthèse, une rupture avec un bébé, c'est quand même très intense et très difficile à vivre. Et je me suis dit, ok, bon, qu'est-ce que je peux mettre en place? J'ai pas non plus envie de retomber dans l'addiction au sucre, à la nourriture.
J'avais un ami qui vapotait, je me suis dit bon, bah je vais m'acheter une vapoteuse et voilà. Et pour l'instant, ça a été ma béquille temporaire. Là, je l'arrête à la rentrée parce que je me sens assez ressourcée et j'ai assez régulé mon système pour me sentir apte à ne plus avoir cette béquille. Mais il y a un moment donné, c'est aussi de s'autoriser à se dire, ok, là, c'est possible pour moi ou pour les personnes qui boivent ou qui fument, je sais pas, de dire, ok, ce serait quoi le switch que je pourrais mettre en place pour descendre d'un étage sur l'escalier de la dépendance. Et si c'est de passer de la cigarette à la vapoteuse, si c'est de plus acheter de gâteaux à la maison, si c'est de réguler les horaires de travail aussi, parce que quand c'est l'addiction au travail, moi j'ai eu ça aussi, hein, de se dire bon bah ok, je m'autorise, je prends minimum 2 heures de pause entre midi et deux pour prendre le temps de manger, pour me poser. Je prends minimum 1 heure le matin ou le soir pour faire du yoga, pour aller marcher. Voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à mettre en ouais à acter des premiers pas et à descendre encore une fois une marche sur l'escalier de la dépendance. Et ça sert à rien de se mettre des objectifs de dingue, parce que moi aussi j'ai essayé de faire ça, de dire allez vas-y je jette tout, j'arrête tout du jour au lendemain. Impossible. Le système nerveux il va être en panique totale et on va repartir dans tous nos anciens mécanismes immédiatement. Donc voilà, une première étape, accepter d'autres béquilles temporaires, voir qu'est-ce qui est possible, de se dire ok, est-ce que c'est faisable si je fais ça? Oui, ok. Et de se mettre un cadre aussi, de me dire ok, pendant 21 jours, pendant un mois, et c'est ce qu'on va faire ensemble dans le programme, je pose cette intention de faire ça. Et je m'accompagne le plus possible avec des ressources, avec des pratiques. Je me fais accompagner par un thérapeute, je me mets en lien avec des personnes avec qui ça me fait du bien. Et je me mets ce cadre-là et je vois ce qui se passe pendant ces 21 jours. Et de se mettre un cadre, ça aide aussi parce que ça nous donne une ligne d'arrivée et ça nous donne un sentiment de réussite. Quand on arrive à arriver au bout de ces 21 jours, de se dire, OK, je fais le bilan après ces 21 jours de comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé. Et, et je peux voir comment ça a été bénéfique pour moi. Et est-ce que j'ai envie de continuer à faire comme ça ou est-ce que j'ai envie de faire plutôt différemment? Et en même temps, je suis allée au bout de ces 21 jours. Donc ça, c'est hyper important aussi de se mettre un cadre. Le quatrième point, quatrième axe qui m'a beaucoup aidé aussi. Donc là, ça va être un axe un peu plus théorique. Parce que ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de comprendre comment fonctionne la dépendance. Et là, je me suis vraiment plongée dedans ces derniers mois, ces dernières années. Parce que de comprendre aussi comment on fonctionne, eh ben, ça aide beaucoup. Ça permet aussi de ramener de la compassion et de la tempérance. Donc, comprendre comment fonctionne la dépendance, il y a 3 grands axes. Il y a comment ça se passe au niveau du système nerveux, comment ça se passe aussi sur le plan de la dopamine, et comment ça se passe aussi au niveau de nos styles d'attachement. Au final, tout est en lien, mais c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vais pas vous faire un podcast élaboré sur chacun des sujets. Ça, je ferai des podcasts vraiment spécifiques. Je ferai un podcast sur la théorie polyvagale et le système nerveux. Je vous en ferai un sur la dopamine et je vous en ferai un sur les styles d'attachement. Donc, abonnez-vous si vous voulez les voir parce que je pense qu'ils vont arriver dans les prochaines semaines. Mais là, je voulais déjà prendre un petit peu les bases, de dire, ok, comment ça fonctionne la dépendance? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand j'ai la sensation que j'arrive pas à faire autrement. Et de vraiment comprendre que c'est pas un problème de volonté, c'est pas une question de force ou de faiblesse, c'est une question de corps, de cerveau, de système nerveux, de blessure, de lien. Et quand on comprend ça, ça permet vraiment d'arrêter de nous juger et de commencer à changer avec plus de conscience. Déjà, le système nerveux, pourquoi est-ce qu'on cherche à se réguler naturellement en allant chercher à l'extérieur? Notre système nerveux, c'est la base de notre survie. Il fonctionne comme une tour de contrôle et son rôle principal, c'est de scanner l'environnement pour détecter s'il y a un danger ou si on peut se détendre.
Quand tout va bien, on est dans ce qu'on appelle notre fenêtre de tolérance et on n'a pas tous la même fenêtre de tolérance. Elle évolue et elle grandit au fur et à mesure qu'on trouve des nouvelles ressources à l'intérieur de nous, mais ça j'en reparlerai. Il y a notre branche ventrale, donc qui est connectée au nerf vague, qui est active et on se sent calme, connecté, dans l'ouverture. Nos émotions, elles circulent, on arrive à réfléchir, à prendre du recul, à faire des choix conscients. Mais dès que notre système il va percevoir une menace, qu'elle soit réelle ou pas, parce que on peut percevoir une menace comme juste d'aller regarder son compte en banque et de voir qu'il reste que 500 € dessus, il va basculer en mode survie. Et donc là, le mode survie, ça va passer par l'activation sympathique, donc le corps qui va s'emballer, le cœur qui bat plus vite, respiration courte, pensée rapide, besoin de faire quelque chose pour se sentir mieux. Et une réponse dorsale, si la menace elle est trop forte ou répétée, on va tomber dans le figement et là on va se couper, on va se sentir vidé, anesthésié, complètement dissocié. Et en fait, c'est dans ces états que notre corps il va chercher un moyen rapide de se réguler. Et c'est là que la dépendance elle rentre en jeu. Parce qu'on cherche une sensation immédiate de soulagement. Et cette dépendance, cette compensation, elle va tromper notre système nerveux en lui envoyant le signal « tout va bien, tu peux respirer ». C'est comme ça qu'on va arriver à se réguler, en fait, en allant chercher la compensation à l'extérieur. Le problème, c'est que ce soulagement, il est temporaire et que tant que la racine, la blessure, le besoin non comblé, ce qui se passe au niveau somatique dans le corps, dans le système nerveux, au niveau traumatique, n'est pas regardé et n'est pas accompagné, libéré, transformé, le cycle, il va se répéter. Et donc, c'est important vraiment de comprendre que la dépendance, c'est souvent notre corps qui crie « j'ai besoin de sécurité, aide-moi à me sentir en sécurité et à me sentir vivant ». Et quand on comprend ça, on comprend qu'on peut aller chercher d'autres ressources pour nous sentir en sécurité, pour réguler notre système nerveux. Et c'est là où je vous en parlerai dans le podcast sur la théorie polyvagale, où il y a plein d'autres ressources, des clés comme la pendulation, se repérer dans l'espace, etc., qui nous permettent de, sentir, là, tout va bien, j'ai pas besoin de descendre le paquet de céréales, j'ai pas besoin d'aller tirer sur une cigarette, j'ai pas besoin, de boire un verre d'alcool. Le deuxième point qui est important de comprendre, donc c'est le sujet de la dopamine. Ça c'est pareil, c'est un sujet qui me passionne, je vous en reparlerai. La dopamine, c'est comprendre que, encore une fois, il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau. Et quand on n'a pas la conscience de ce qui se joue, ça peut être aussi un cercle vicieux. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, c'est une molécule chimique qui est produite par notre cerveau. Son rôle, c'est de nous motiver à agir pour obtenir quelque chose qui nous semble bon pour nous. C'est archaïque. La dopamine, c'est ce qui nous a permis depuis des millénaires d'aller chercher une source de plaisir, et donc c'est aussi à la racine de la survie de notre espèce. C'est ça qui fait qu'on va avoir envie de se reproduire, qu'on va avoir envie d'aller chasser pour manger, etc. Donc c'est la molécule du désir et de l'anticipation. Comment ça fonctionne? Quand on va penser à du chocolat, une cigarette, un like sur Instagram, notre cerveau, il va déjà libérer de la dopamine. Et donc ce petit pic, ça va créer une sensation agréable et on se sent attiré vers la récompense. Quand on consomme, on obtient la récompense. Il y a d'autres neurotransmetteurs qui entrent en jeu, comme les endorphines, la sérotonine, les GABA, etc. Mais la dopamine, elle va vite redescendre, parce que son rôle, c'est justement cet appel au plaisir. Le problème, c'est que plus on stimule ce circuit, plus notre cerveau, il va s'habituer. C'est comme si le système, il va se sensibiliser à la dopamine, et donc le premier carré de chocolat, il va nous procurer beaucoup de plaisir. Au bout de 5 carrés, l'effet diminue, et notre cerveau, il va réclamer alors encore plus pour ressentir la même chose. Et c'est ce qu'on appelle le cycle dopaminergique. C'est-à-dire que d'abord, il y a un désir intense, donc le cerveau, il va anticiper la récompense. Ensuite, il y a la consommation avec un soulagement temporaire. Ensuite, il y a la chute
Donc le plaisir, il va retomber, il va laisser un vide. Et c'est là où on va avoir ce qu'on appelle en anglais le recraving. On va vouloir combler ce vide et vite que ça recommence. Et donc c'est comme si on était sur des montagnes russes. Chaque pic de plaisir, ça va créer une vallée plus profonde derrière. Et plus on y revient et plus on est prisonnier de cette boucle. Et donc là, j'en reparlerai aussi dans le podcast sur le sujet, mais la clé, c'est bien sûr d'arriver à trouver d'autres sources de dopamine plus saines. J'avais fait un post sur Instagram à ce sujet-là. Il n'y a pas de dopamine saine ou non saine, c'est une expression, mais c'est pour dire que une dopamine qui nous permet de connecter avec un plaisir moins intense, mais plus régulier, quotidien et plus sain. C'est-à-dire, de lire un bon livre, d'aller marcher dans la nature, de connecter avec les animaux, de se faire masser, de prendre un bon bain. Tout ça aussi, ça génère de la dopamine, mais ça va pas générer un pic de dopamine aussi important que quand on va jouer aux jeux vidéo, boire de l'alcool, regarder du porno, faire des jeux d'argent, fumer de la drogue, etc. Parce que là, dans ces cas-là, les pics de dopamine, ils sont tellement forts que du coup, c'est ça qui va créer derrière le besoin à chaque fois d'avoir le même degré d'intensité. Et donc, trouver des sources de dopamine qui sont moins intenses mais plus saines, c'est ça qui va nous permettre de venir rééquilibrer le plateau à l'intérieur de nous. Mais j'en reparlerai. Autre chose aussi qui m'a vraiment aidé à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'est tout ce qui est en lien avec les styles d'attachement. Donc ça, c'est pareil, je ferai un podcast entier sur le sujet, peut-être même plusieurs. Le style d'attachement, c'est la dépendance en lien avec notre blessure, justement, dans le lien, dans la relation. Il y a beaucoup de dépendances qui trouvent leurs racines dans nos premiers liens et dans la manière dont bébé on s'est senti vu, aimé, en sécurité. Et quand ces besoins, ils n'ont pas pleinement été comblés, et je vous rassure, c'est le cas de beaucoup d'entre nous, même avec des parents aimants, parce qu'on fait de notre mieux et que nous aussi, on a hérité de choses de nos parents, de nos arrière-grands-parents, etc. Notre cerveau, il va enregistrer un message qui est « pour être aimé, je dois m'adapter ». Et donc, on va distinguer 4 styles d'attachement que je développerai donc une prochaine fois, qui est le style sécure, où on a reçu suffisamment de sécurité, on s'est demandé de l'aide, poser des limites, se sentir digne d'amour. On va avoir un style d'attachement anxieux, où on va avoir souvent ressenti l'amour, mais comme imprévisible, et donc on va devenir hyper vigilant, on va chercher constamment la preuve qu'on est aimé. Et ça, c'est la racine, je vais en reparler après, de la dépendance. L'attachement évitant, on a appris à se couper de nos besoins et on va se dire on se débrouille tout seul, comme ça au moins on est sûr qu'en face il n'y aura pas de rejet. Mais le vide il est quand même là et il peut aussi mener à des dépendances plus silencieuses. Et le style désorganisé qui est un mélange des deux où on veut à la fois la proximité mais ça nous fait peur et donc on va osciller entre fusion et rejet. Le lien avec la dépendance, c'est que chez les personnes avec un attachement anxieux dominant, moi j'ai la croyance que cet attachement anxieux, de toute façon, il est chez tout le monde. Donc moi j'ai un attachement anxieux dominant de base très très fort. Les dépendances, elles sont particulièrement fréquentes. Pourquoi? Parce que le système nerveux, il reste en hyperactivation tout le temps. Et donc on va ressentir un vide quand l'autre n'est pas là, on va chercher à combler le vide par des comportements, des substances, mais il n'y a rien qui va combler durablement parce que la blessure d'origine, elle n'a pas été réparée. Et donc c'est là où c'est aussi hyper important, et ça je le fais beaucoup, beaucoup, beaucoup en constellation, d'aller réparer le lien d'attachement, réparer le lien à la blessure parentale, venir remettre de l'amour là où il y a manqué. Et ça va aussi vraiment, vraiment venir recalibrer à l'intérieur dans notre système ce besoin et cette quête infinie et impermanente d'aller trouver des ressources à l'extérieur. Donc derrière la plupart des dépendances, il faut vraiment comprendre qu'il y a un besoin d'amour, de lien, de sécurité qui est jamais vraiment comblé. Voilà, ça vous permet vraiment de comprendre ce qui peut se passer dans la dépendance. J'ai aussi fait un e-book gratuit sur le sujet que vous pouvez retrouver dans mes liens, dans ma bio, sur mon site, sur mes réseaux, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'informations sur justement qu'est-ce qui se passe quand on cherche à combler un vide. Le 5e point qui m'a aidé vraiment
à avancer sur ce sujet de la dépendance, c'est de prendre chaque expérience comme un miroir, avoir la capacité de me remettre en question, de changer des choses immédiatement parfois, et de vraiment prendre responsabilité. Ça, je pense que c'est ce que m'ont renvoyé mes amis le plus souvent. Mes copines, elles m'ont toujours dit, toi, t'as une capacité, dès que tu vis un truc, alors sur le coup, c'est hyper intense, je vais tomber dans le drama comme tout le monde, hein, de me dire, ouais, c'est horrible, je vis ça, j'en ai marre. Je vais l'avoir, hein, ce truc, bien sûr, comme tout le monde. Mais j'ai aussi cette capacité, cette faculté assez rapide, ça peut être quelques heures ou quelques jours, de me dire, ok, bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Et de prendre la responsabilité de ce que j'ai créé. Et ça, je l'ai vraiment observé dans mes dernières expériences de dating et de rencontres foireuses que j'ai pu faire ces derniers mois. Euh, Peut-être que j'en parlerai dans un prochain podcast, mais pour l'instant, voilà. Et ça a vraiment été intéressant parce qu'à chaque fois, on peut avoir ce truc de se dire ouais, je suis encore tombée sur quelqu'un qui est dans un attachement évitant, je suis encore tombée sur quelqu'un qui est fuyant, qui veut pas s'engager, je suis encore tombée sur quelqu'un qui a voulu profiter de moi. Et en fait, c'est assez facile de tomber dans ce truc de victimisation, de ouais, de toute façon, c'est tout le temps la faute des hommes, c'est tout le temps de la faute de l'autre, et puis d'avoir un entourage qui va un peu valider ce truc-là. Moi, j'ai une gratitude immense d'avoir des amis, quand je dis amis, surtout femmes autour de moi, qui ont quand même cette capacité à dire ah ouais, ok, je comprends. Ah ouais, c'était pas facile. Comment tu te sens? Et en même temps dire ok, bah du coup, qu'est-ce que ça te renvoie? Qu'est-ce que tu comprends de ce qui s'est passé? Et qui m'offrent ce miroir-là. Et vraiment, ça c'est une chance. Trouvez-vous des amis qui ont cette capacité à vous faire miroir et à vous renvoyer ce truc où, au moment où vous êtes dans un drama, une fois que vous avez passé la vague émotionnelle, de vous aider à vous remettre en question. Parce que ça a été une force énorme et je pense que c'est vraiment une de mes plus grandes forces de me dire, OK, qu'est-ce qui en moi a créé le fait que j'ai revécu cette expérience? Qu'est-ce qui, dans mon comportement, dans le message que j'ai envoyé, dans l'énergie que j'ai vibrée, dans ce qui se passe dans mon inconscient, qu'est-ce qui a fait que je me suis confrontée à cette expérience? Et de prendre la responsabilité de ça et de dire, OK, bah là, en fait, j'ai été trop pushy. En fait, j'ai dit que je voulais pas de relation, mais en fait, dans l'énergie, je vibre le manque, je vibre le besoin d'être avec quelqu'un. Là, je prends plein d'exemples, mais ça peut être aussi de me dire: «OK, bah, en fait, si je suis vraiment honnête avec moi-même, bah, en fait, je suis pas vraiment prête pour une relation. Si je suis vraiment honnête avec moi-même, ben, peut-être que j'ai voulu aller trop vite». Et vraiment de faire ce retour sur soi et d'avoir la capacité de se regarder, encore une fois, avec beaucoup de bienveillance, d'amour et de se dire: «OK, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce qu'elle est ta responsabilité là-dedans, dans ce que tu viens de vivre?» Et ça, c'est une ressource énorme parce que déjà, on apprend à s'accueillir avec beaucoup de compassion, dire, OK, en fait, il y a eu une part de moi qui s'est sentie abandonnée, il y a une part de moi qui s'est sentie trahie et du coup, bah, j'ai eu besoin de séduire, j'ai eu besoin de compenser, j'ai eu besoin de contrôler la situation. OK, je vais pouvoir mettre de l'amour ici, venir me prendre dans les bras, mettre de la douceur et et voilà, et ça m'amène à ce sixième point qui est la douceur, la bienveillance, la lenteur, accepter là où j'en suis. Dire, ok, j'ai encore des mécanismes de compensation, ok, il y a encore des moments où je foire, ok, il y a encore des moments où je suis dans la dépendance, où j'ai envie de contrôler la relation, où je me craque, où je vais me faire une crise de boulimie, où j'ai craqué, où j'ai trop bu. Il y a un moment où j'ai craqué, où j'ai racheté un paquet de cigarettes. Ok, bienveillance, acceptation, douceur. Qu'est-ce qui a fait que j'ai craqué? D'aller regarder cette part-là avec beaucoup d'amour, et ça, c'est ce qu'on fait quand on se fait accompagner, c'est ce que je fais quand j'accompagne les gens en individuel, c'est d'aller rencontrer cette part blessée qui a souffert, et d'aller rencontrer la part protectrice, parce qu'au final, en IFS, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le pompier. C'est une de nos parts protectrices. On a des managers qui essayent de tout contrôler au quotidien. Et puis quand ça échoue, on a le pompier qui va prendre le devant de la scène, qui va prendre les rênes et qui va essayer d'éteindre la souffrance. Et c'est le pompier qui va aller acheter une bouteille d'alcool, qui va
aller sur une application de rencontre pour combler le vide, qui va passer la nuit devant Netflix. Ce sont les parts de protection à l'intérieur de nous. Donc, si on peut vraiment se voir, s'accueillir avec beaucoup d'amour dans ce moment où on passe la vague, où il y a un truc très fort qui est activé à l'intérieur de nous, où on n'a pas la capacité de faire autrement, juste de pouvoir se regarder avec moins de jugement, de se prendre dans les bras et dire ok, t'en es là aujourd'hui, il y a encore ça qui est douloureux et t'as mis ça en place pour essayer d'éteindre la souffrance, et ben c'est ok. Et plus on ramène de la compassion, de la douceur et d'accepter que parfois ça prend du temps. J'ai reçu plusieurs fois cette question sur les réseaux. Comment je fais? Ça fait 10 ans que j'étudie la question. Comment je fais? Ça fait 5 ans que j'arrive pas à me remettre de cette relation. Comment je fais? Ça fait 15 ans que je suis dans le développement personnel. Eh ben, accepter que parfois on a besoin de passer par certaines étapes. On a besoin que le grand mystère, il a un juste timing. Et on a besoin de vivre des relations, de vivre des expériences avant de pouvoir connecter à certaines choses. Et moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis passée par tout ça, par toutes ces relations, par tous ces mécanismes de compensation, que j'ai pris conscience de plein de choses. Et je regrette absolument rien de ce qui s'est passé dans ma vie parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir le discours que j'ai aujourd'hui avec vous. Donc d'accepter qu'il y a une forme de justesse dans tout, même si parfois c'est compliqué. Et encore une fois, de pas être non plus dans la fatalité de se dire ah bah oui, bah ça va prendre toute une vie, ça va prendre des années. Non. Accepter que ça peut être long, accepter qu'il y a un timing et en même temps devenir notre propre allié, mettre en place tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, des petits réflexes, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, ramener de la compréhension, de la douceur, aller chercher des nouvelles ressources, trouver des manières de réguler son système nerveux, trouver des sources de dopamine plus saines, aller réguler notre style d'attachement, ramener de la sécurité dans le lien, dans nos relations. C'est hyper important et c'est ce qui m'amène à mon 7e et dernier point, celui de la relation. Une phrase que je répète très très souvent dans mes stages et dans tout ce que je fais, c'est que la blessure, le lieu de la blessure, c'est la relation, c'est le lien. Et le lieu de la guérison de la blessure, c'est aussi la relation et le lien. Donc, on peut pas guérir et s'en sortir tout seul. En tout cas, pas selon ma croyance. Donc, on a besoin d'aller dans des stages de guérison collective, les constellations, les cercles de partage. On a besoin de trouver une communauté qui nous soutient, qui peut être là, d'avoir des amis sur qui on peut compter, qui nous comprennent, qui soutiennent la version la plus saine qu'on a envie d'être. On a besoin d'être avec des thérapeutes en qui on a confiance, qui sont pas dans des prises de pouvoir, qui sont dans la bienveillance. On a besoin en fait de ça. On a besoin de trouver. On est des êtres de lien. Donc on a besoin de s'autoriser ces liens. C'est pas de la dépendance que de se dire que on a besoin d'être en lien les uns avec les autres. La différence entre la dépendance et l'interdépendance, c'est que l'interdépendance, c'est je me sens bien avec moi-même et je me sens bien aussi avec les autres. La dépendance, c'est je me sens bien que avec les autres. Donc, d'arriver à trouver cet équilibre entre un attachement évitant où on a envie d'être en lien avec personne parce que c'est dangereux et un attachement anxieux où on a absolument besoin des autres pour survivre. Il y a un entre-deux. Et c'est vraiment d'arriver à trouver cet espace-là. Comment est-ce que je peux arriver à développer des ressources pour me sentir de mieux en mieux avec moi-même et d'être ok d'être toute seule, d'être ok d'être célibataire, d'être ok de passer la journée sans rien faire solo, d'être ok de pas avoir de source de compensation, d'être ok de méditer pendant 1 heure face aux arbres et de rien faire, d'être ok avec le vide, le silence, qui au final n'existe jamais vraiment. Et en même temps, d'être dans cette interdépendance avec les autres, parce que c'est une immense force de se rencontrer. Les autres, c'est une manière extraordinaire de se rencontrer. Et donc, on va tellement plus vite quand on s'autorise à se rencontrer à travers toutes ces relations, toutes ces amitiés,
toutes ces relations amoureuses, tous ces enseignants, tous ces maîtres. Et quand je dis maître, c'est même quelqu'un qui va nous gueuler dessus dans sa voiture ou qui va nous bousculer dans les transports, c'est un maître. Nos enfants, c'est nos maîtres. Nos animaux de compagnie, c'est nos maîtres. Chaque être qu'on va rencontrer, c'est une opportunité de nous rencontrer et de nous dire, OK, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'active encore? Qu'est-ce qui est encore blessé? Qu'est-ce que je peux aller regarder, prendre dans mes bras avec compassion et, et voilà, et où j'en suis aujourd'hui en fait. Et ça, c'est une ressource extraordinaire. Donc j'ai envie de terminer là-dessus, vraiment, autorisez-vous à vous rencontrer de plein de manières que ce soit. Et souvenez-vous que le chemin de la guérison, il n'est pas linéaire, que pour arriver à se libérer de toutes ces dépendances et de toutes ces compensations, ça peut prendre du temps et ça peut aussi aller très vite. Et que tout est possible. J'ai vraiment envie de porter ce message. Je pense que c'est aussi un des messages que je porte le plus. Tout est possible. Rien n'est irréparable. Rien n'est irréparable. Et on a vraiment la capacité à entrer en résilience, à s'en remettre, à faire confiance à la vie, au grand mystère, pour arriver à retrouver beaucoup plus de complétude à l'intérieur de nous. Moi, j'en suis persuadée, en tout cas. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai eu une joie et une émotion extrême à pouvoir vous faire ce podcast sur ce sujet-là. N'hésitez pas à le partager, à l'envoyer à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. On est tellement, tellement concernés, nombreux, à se sentir parfois démunis et seuls à traverser tout ça. Si ça vous intéresse, comme je vous l'ai dit, il y a un e-book sur le sujet gratuit que j'ai fait. Il y a le programme qui va sortir dans quelques jours. N'hésitez pas aussi à vous faire accompagner par des spécialistes, par des thérapeutes, voilà, il y a aussi plein de ressources aujourd'hui gratuites sur Internet, que ce soit des méditations qui nous font du bien, écouter de la musique qui nous fait du bien, regarder des vidéos qui nous permettent de nous sentir mieux, écouter des podcasts qui nous inspirent, trouver les ressources qui sont justes pour vous et, et voilà, croyez en la possibilité qu'une autre manière de fonctionner est possible. En tout cas, moi, j'y crois très très fort. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à tout bientôt.